Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Oui, bonjour François Ruffin. Bonjour. On va parler du plan voiture dans un instant, de votre possible candidature à la présidentielle. Mais avant cela, vous allez déposer une proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée sur la revalorisation du statut des femmes de ménage qui concerne surtout j'ai cru comprendre, les entreprises et les hôpitaux. Qu'est-ce que vous proposez concrètement là ? Alors, vous savez, ce matin, par exemple, je suis entré chez vous, là. Ouais. J'ai croisé l'agent d'entretien, c'était un homme, c'est une exception plutôt dans le métier, mais c'était un homme et je lui ai demandé, voilà, quels sont vos horaires ? Il m'a dit, moi je travaille de 6 à 9 heures. Pourquoi ? Parce que comme on est passé par de la sous-traitance depuis 20 ans, toutes les institutions publiques, les universités, les collèges maintenant s'y mettent, mais les hôpitaux, moi dans mon coin, c'est des agents d'une sous-traitant honnête qui font les chambres, qui font les couloirs de l'hôpital d'Amiens, y compris par temps de Covid, c'est eux qui ont continué à nettoyer. Comme on est passé par de la sous-traitance, on leur a demandé de se décaler les horaires et de venir, sans doute que vous les voyez plus du coup. On les a invisibilisés. Non mais en l'occurrence, ça se sont à l'extérieur dans le bâtiment, hein, bien sûr. Mais c'est vrai. Voilà, donc ils sont plus associés, en tout cas au collectif de travail, ils ont été mis sur le côté avec des conséquences sur leurs horaires, parce que ça donne une énorme amplitude horaire. En gros, les plages d'intervention, c'est 6h, 9h, 18h, 21h. Pour donc, on a des journées à rallonge. En plus, ici à Paris, ils viennent du fin fond de la banlieue pour avoir une heure de transport. Donc, ils sont pris du matin au soir. Tout ça pour à la fin avoir quoi ? 600, 800 euros. J'ai les salaires de l'Assemblée nationale. On est à 740 euros, 780 euros. C'est la même chose à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais c'est ça. C'est exactement la même chose. 840,62 €. Donc, sur tout des temps partiels, et en plus avec une exclusion de... ici, on est dans une entreprise de presse, il y a un 13e mois, c'est dans la convention collective. L'agent qui va intervenir ici, il n'aura aucun droit à un 13e mois. Il va être à 10 € de l'heure. Donc on a, par exemple, l'Assemblée nationale... Nous, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a quelqu'un d'autre par ailleurs. Tant mieux, c'est super. C'est super, alors peut-être que vous êtes... Mais voilà, en tout cas, je peux vous parler de l'Assemblée nationale, je peux vous parler d'université, je peux vous parler où les gens se déplacent. Donc, du coup, qu'est-ce que vous proposez, alors, ce que je propose, c'est que les entreprises qui sous-traitent de cette manière-là, elles soient obligées de payer ce qu'elles auraient eu comme avantage si jamais elles avaient été directement employées par l'Assemblée nationale, ou par mon journal Fakir, ou par l'université. Par exemple, dans une université, il y a 250 € de prime mensuelle pour tous les agents. Mais elles sont dans des grosses boîtes, bien souvent. Mais elles sont dans des grosses boîtes. Qui peuvent... Non, d'abord, elles ne sont pas souvent dans des grosses boîtes, parce que c'est un marché qui est extrêmement éclaté. Ensuite, ce sont des femmes, très largement, qui sont avec peu de qualification, qui sont parfois d'origine étrangère, c'est-à-dire qui cumulent un certain nombre de fragilités. Donc pour se défendre, pour se syndiquer, pour s'organiser, pour peser face à son entreprise, c'est déjà très compliqué. Mais en plus, il faut bien savoir que les entreprises, elles sont elles-mêmes dominées. Parce que c'est le donneur d'ordre qui fait la loi. C'est le donneur d'ordre qui écrit dans le cahier des charges, voilà, je veux que les agents viennent de 6h à 9h du matin. On ne veut pas les voir sans l'écrire comme ça dans le cahier des charges, mais c'est bien de ça dont il s'agit. On ne veut pas les voir et on impose des marchés qui baissent tout le temps, dont on pèse de 1 à 2% tous les ans. Donc on réduit, on contracte la masse salariale, il faut diminuer la masse salariale, et tout ça, à la fin, finit par peser sur les agents d'entretien. Donc, d'une part, quand c'est externalisé, les avantages, on doit donner les mêmes que si c'était le donneur d'ordre directement. À la société de nettoyage en question, alors éventuellement. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je souhaite qu'il y ait une revalorisation de 50% des heures entre 18h le soir et 6h le matin. Pourquoi ? Parce que si jamais on est obligé de les payer davantage à ce moment-là, les femmes de ménage, les agents d'entretien, eh bien ça va inciter à repasser sur du travail en journée. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une horreur. Il faut dire, les patrons des entreprises d'entretien, ils considèrent que ça va pas, qu'il y a un gros problème. Simplement, ils n'arrivent pas à faire mettre dans le cahier des charges aux donneurs d'ordre qu'on souhaite qu'on passe au travail en journée. Systématiquement. Ce qui est compliqué, c'est que bien souvent, ce sont dans des bureaux où les bureaux sont occupés. Oui, mais vous savez, par exemple, mais en Scandinavie, dans les pays scandinaves, 80% du ménage se fait en journée. Ici, c'est l'inverse. On a 80% du ménage au moins qui se fait sur les heures. Non. Comment ça se fait que ce sont les gens les plus fragiles de notre société qui vont faire un boulot là, qui s'est révélé nécessaire, qui vont avoir l'amplitude horaire la plus terrible de 6h du matin jusqu'à 21h le soir, et si on inclut les heures de transport, ça fait de 5h jusqu'à 22h, qui à la fin vont sortir avec un salaire de misère.
Donc là, il y a quand même une énorme injustice. Le président de la République les a cités dans ses discours, les femmes et les hommes qui nettoient. Il a bien dit qu'il y avait une évidente utilité sociale, qu'il fallait donc rémunérer mieux. Bon, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Le directeur de cabinet de Marlène Schiappa m'a dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut une loi. Donc vous avez le soutien du gouvernement. Le soutien. Voilà, il va y avoir de la bagarre parce qu'il faut voir quel type de loi on veut. Mais maintenant, toutes les entreprises de nettoyage disent il faut une loi. Ça ne peut pas se passer seulement par de la négociation entre les syndicats et les entreprises, parce que les entreprises sont elles-mêmes soumises aux donneurs d'ordre. Donc voilà, vous savez, c'est pas rien, parce que c'est pas rien, c'est 1,9 million de personnes qui dans ce pays vivent grosso modo comme ça, quoi. Quasiment 2 millions de personnes, quoi. L'exemple, donc, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale. Alors à l'Assemblée, justement, est-ce que vous allez voter la loi aujourd'hui sur l'application de traçage numérique Stop Covid? Je passe à un autre sujet. Alors moi, c'est pas moi qui siégerai, voilà. Non. Mais moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on met la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de tests. On n'a pas de tests. On ne fait pas les tests. On commence à en avoir. On commence à en avoir. Attendez, l'épidémie a commencé depuis la mi-février. On est maintenant à la fin mai et on n'a toujours pas les tests. C'est un échec complet. Alors, tests PCR et puis les tests sanguins. Oui, d'accord, mais le gouvernement nous avait promis 700 000 tests. Je vous prends les paris qu'aujourd'hui, on n'est pas à un tiers de ça. On n'est pas à un tiers de ça. Donc, de toute façon, le traçage, ça peut être utile seulement s'il y a déjà un dépistage. Là, on nous propose le pistage sans le dépistage. Donc, le préalable, c'est absolument d'avoir ces tests. Contre la France Insoumise sera contre. En tout cas, aujourd'hui, c'est de l'ordre du gadget. C'est de l'ordre du gadget. C'est pas comme ça qu'on traite une épidémie aujourd'hui. C'est d'abord par le dépistage. Il faut des tests. L'OMS le disait déjà, mais maintenant il y a 3 ou 4 mois. Et au bout de 3 ou 4 mois, on n'a toujours pas été fichu d'avancer là-dessus. Le plan voiture, François Ruffin. Emmanuel Macron veut faire de la France la première nation de production de véhicules propres en Europe, avec la mobilisation de PSA, Renault et Total. Alors il a également conditionné le prêt de 5 milliards d'euros accordé à l'État. S'il y a des garanties pour les salariés des sites, notamment de Maubeuge et de Douai. Vous croyez en ces garanties ? Écoutez, en tout cas, le fait est qu'on annonce un plan où on va aider à coup de milliards pour une industrie qui nous annonce déjà qu'elle va fermer un paquet de sites. Et on nous dit, il y en a peut-être un ou deux qui seront sauvés. Je veux dire, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que je n'ai pas l'État stratège. J'ai l'État qui colmate. Pourquoi pas ? Mais moi, c'est un peu stratège quand il dit on veut faire la première nation de production de véhicules propres. Comment ça se fait qu'on se réveille aujourd'hui, quoi ? Comment ça se fait qu'on réveille aujourd'hui au moment où on est en train de dire que les sites sont en train de fermer ? On a 10 ans de retard, donc ça peut déjà être en partie de la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'économie, il faut s'en souvenir. Mais il n'y a pas d'État stratège, il n'y a pas de direction. On ne fixe pas de cap et de boussole à l'économie dans ce pays. Il faut un cap. Il faut une boussole. J'ai cru comprendre quand même que ça, c'était une première boussole. Non, mais attendez. C'est de l'État qui colmate parce qu'on voit que ça fuite partout sur le secteur automobile. Donc en dernière minute, on vient poser une rustine, on dit on va faire des voitures à batterie. Bon d'accord, mais c'est se réveiller un peu tard. Moi j'aimerais, pourquoi pas, mais j'aimerais qu'à côté de ça, on me dise qu'est-ce qu'on veut comme industrie dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut en matière d'aliments ? Qu'est-ce qu'on veut en matière de vêtements ? Qu'est-ce qu'on veut en matière de médicaments ? Qu'est-ce qu'on veut même en matière d'électroménager ? Par exemple, la France n'a plus une seule industrie de lave-linge dans toute la France. La Suisse, la petite Suisse, a 2 usines de lave-linge. Est-ce que demain, on veut ou pas des usines de lave-linge en France ? Quel est le plan en dehors de on sauve ce qui peut être sauvé dans l'industrie automobile ? Quel est le plan pour l'industrie ? En quoi l'industrie va demain être au service de la vie dans notre pays ? Moi, je suis partisan de l'industrie. Donc, il faut relocaliser beaucoup d'activités de l'automobile. Là, quand même, sur l'automobile, il y a 2-3 choses qui vont dans ce sens, quoi, non ? Non, mais attendez, moi, j'ai l'impression sur des moteurs, notamment. Oui, sur les moteurs et ainsi de suite. Mais enfin bon, là, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, ils vont continuer à délocaliser. L'industrie automobile française a été l'un des fers de lance en matière de coûts dans les prix en participant à la délocalisation. Bon, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? Là, je ne le vois pas indiqué. Je vois qu'on colmate là-dessus, mais qu'on me dise ce qu'on veut faire de l'industrie dans le pays. Et moi, je crois qu'il y a... Vous savez, ça participe de la même chose. Que ce que je racontais sur les femmes de ménage, parce que ça a été une dévalorisation des classes populaires, là en l'occurrence sur le terrain industriel. Et on a
sur le terrain tertiaire, il y a eu une dévalorisation des métiers populaires. On a eu la même sur le terrain industriel. Ouais. Donc là, aujourd'hui, si on veut la relocalisation, moi, vous savez, j'ai écrit un bouquin en faveur du protectionnisme il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Mais quand vous achetez, vous, François Ruffin, on vous a souvent vu dans votre cuisine. Elle est made in France ou pas, votre cuisine? J'en sais rien. Et je vais vous dire. Je vais vous dire. Ça passe par là aussi, des actes citoyens concrets, peut-être. C'est parce que justement, je ne crois pas aux consommateurs. Je ne crois pas du tout que le choix... Vous savez, justement, je parlais du lave-linge. Début des années 2000, il y a eu la délocalisation du lave-linge chez Whirlpool. Je suis arrivé là-bas et l'un des délégués syndicaux m'a dit ce qu'on voudrait, c'est mettre des autocollants sur les lave-linges pour mettre Made in France. C'est une pastille sur une jambe de bois. Il y a une hémorragie d'emploi. C'est pas le consommateur qui, dans les rayons, décide ça. Il faut qu'on choisisse aujourd'hui quelle part de l'électroménager on veut produire dans le pays, quelle part des vêtements. Quand vous allez être dans un rayon de vêtements, c'est pas juste en regardant les étiquettes. À ce moment-là, il y a un truc qui joue, c'est la taille du costume, c'est son prix et ainsi de suite. Parmi les propositions de loi que vous voulez déposer aussi, et justement sur ce protectionnisme quelque part et cette aide, il y a aussi les petits commerçants. Vous voulez les aider, mais comment? Non, mais je pense que ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir sur la suite, quoi. Mais là, il faut qu'on nous dise rapidement quel commerce on veut demain. Là, est-ce que la crise du Covid doit être un accélérateur vers le commerce numérique ou est-ce qu'on veut maintenir un commerce humain? Les deux peuvent être compatibles. Les deux peuvent être compatibles, mais enfin, il y a un moment où il faut dire quand même qu'est-ce qu'on veut. Il y a quand même un risque que cette crise du Covid soit un accélérateur de ça. On a eu par exemple plus 40% de consommation pour le e-commerce alimentaire. Donc c'est possible qu'on aille vers du drive, vers des plateformes et ainsi de suite. Et au détriment des petits magasins de proximité, des centres-villes qui vont se retrouver fermés dans les bourgs, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous voudriez proposer? Moi, je propose d'abord dans l'immédiat un fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a eu des vainqueurs dans cette crise. Il y a eu l'industrie pharmaceutique, il y a eu les assurances, il y a eu, je l'ai dit, le e-commerce, il y a eu un certain nombre d'hypermarchés qui ont gagné. Certains petits commerces aussi. Sur l'alimentation. Mais sur les petits supermarchés de proximité. Mais en gros, je veux déjà dans l'immédiat qu'il y ait un fonds de solidarité, c'est-à-dire que les gagnants de la crise participent à verser quelque chose aux perdants. Et ça, ce sera une proposition de loi? Oui, c'est une proposition de loi, mais je peux même vous dire que j'étais dans un groupe de travail entreprise de la Commission des affaires économiques et tous les participants autour de la table, qui soient de l'UDI, qui soient de En Marche, qui soient du Parti communiste, étaient d'accord là-dessus. Maintenant, je crois que pour l'avenir, il faut aller plus loin. Pour l'avenir, si on veut sauver le petit commerce et qu'il ne soit pas mis en concurrence déloyale avec les grandes plateformes, il faut une taxe sur le mètre carré de surface logistique. Bon, tout ça, en tout cas, François Ruffin, ça ressemble à un joli programme pour la présidentielle, quoi. Non, c'est ça. Si, François Ruffin. Bon, vous l'avez dit hier, vous n'écartez pas votre candidature. Non, vous l'avez dit. D'accord, je vais vous dire quelle est mon obsession. Mon obsession, véritablement, ce sont les femmes de ménage, ce sont les auxiliaires de vie sociale, ce sont les assistantes maternelles. Voilà. Quelle est mon obsession et quelle est mon obsession? C'est l'avenir de mes gosses. Vous faites marche arrière, là, ou pas? Non, je fais pas du tout marche arrière. Je vous dis, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Si on me demande de dire que maintenant je ne le serai pas, je dis non plus. Pourquoi? Parce que je considère qu'aujourd'hui, il faut garder toutes les cartes sur la table. Toutes les cartes, elles doivent être ouvertes sur la table. Mon obsession, moi... Il pourrait y avoir une primaire à la France Insoumise, alors? Non, j'en sais rien comment ça se règle, ces trucs-là. Discuté avec Jean-Luc Mélenchon. Non, mais vous savez, la question aujourd'hui, c'est d'ouvrir une espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. On peut pas laisser se refaire en 2022 le duel Macron-Le Pen. Et ça veut dire qu'il y aurait pas d'espérance dans le pays. Ça veut dire une fermeture de l'espérance. Je ne me résigne pas à ça. Maintenant, je vous assure que moi, je me réveille pas le matin en me rasant et en pensant à la présidentielle d'hier, donc ça pousse pas trop vite. Mais en pensant à la présidentielle de 2022, c'est vraiment pas du tout mon obsession. Et je peux même vous dire que je ressens pas chez moi un grand appétit pour le pouvoir. Mais c'est pas le souci. Le souci, c'est comment on construit un bloc qui rouvre une espérance pour dans 2 ans, en effet. François Ruffin, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Justement, en parlant de pouvoir, on revient sur le très controversé professeur Didier Raoult. Est-ce que, selon vous, il doit se consacrer finalement à la recherche ou à la politique? D'abord, à la recherche, puisque il est payé pour ça, donc c'est normal. Et ça a dû amener un certain nombre de résultats sur un certain nombre d'autres maladies que le Covid. Et par ailleurs, toute personne
doit se consacrer à la politique. Vous savez, depuis la Grèce antique, la considération, c'était que était citoyen celui qui se consacrait pas à la politique. Tout citoyen doit se consacrer à la politique, qu'il soit menuisier, qu'il soit charpentier, qu'il soit femme de ménage ou qu'il soit professeur de médecine. Tout le monde, c'est notre affaire commune, c'est tout. Vous faites de la politique, vous participez à la politique, peut-être pas sur le plan électoral, mais vous y participez tous les matins. Mais vous le soutenez ou pas ? Je soutenais pourquoi pour qu'il s'engage, éventuellement. Non, c'est pas. Je veux dire, c'est pas mon enjeu. Ouais. Mais en tout cas, pour qu'il s'engage, j'engage. Je soutiens tous les citoyens qui s'engagent. Ouais. Et je dirais, indépendamment du camp qu'ils choisissent. Ouais. Il y a, si on laisse faire, ce monde va droit dans le mur. Notamment droit dans le mur écologique. Il y a des forces qui sont au pouvoir, qui elles font la politique et qui en font tous les jours. Les forces de l'argent, elles ont les manettes bien en main. Si on veut changer de direction, eh bien, il faut que tout le monde, les femmes de ménage jusqu'à Didier Raoult, s'engagent pour en effet qu'il y ait un changement de direction. Merci. François Ruffin était l'invité et d'ailleurs le professeur Raoult sera lui l'invité d'André Berkoff. Émission exceptionnelle ce midi en direct entre midi et 13h. Et on en parlera dans quelques instants avec le chef de service de la réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. C'est dans quelques minutes. Restez avec nous, 7h59.